Bien, bien. Merci à Émilie et l'association de la Salse qui m'a invité. Bon, je viens souvent par ici, mais c'est la première fois que je fais une conférence ici pour cette association-là. Bon, le sujet a surpris un peu quand je l'ai dit chez moi dans le Nord, parce que je viens du Pas-de-Calais, hein. J'ai fait du chemin pour vous rencontrer. Que j'allais en pays Qatar parler de la Russie, c'est un peu surpris. Et j'ai dit, il doit y avoir une raison secrète, et il y a une raison secrète, hein, c'est qu'en juillet 1918, toute la famille de Nicolas II a été assassinée. On peut parler d'un assassinat, hein, de la façon dont ils sont morts, et donc on est dans le centenaire, quoi, hein. Et bon, il y a un lien ici avec Philippe de Lyon qui est allé à la cour de Russie, qui a fait des choses pour la tsarine Alexandra de Hesse, hein. Donc on verra un peu Philippe de Lyon, qui était un guérisseur, un thaumaturge, un voyant, et pourquoi il s'est retrouvé à un moment à la cour de Russie. Voilà, entre autres, je remercie les personnes qui sont venues, les charmantes dames, très gentils messieurs, hein, de venir m'écouter. Bon, aujourd'hui, au mois d'août, ici, perdu dans les montagnes, avec le chemin que vous avez vu pour arriver, bon, c'est presque une performance de venir m'écouter, hein. C'est gentil d'être là. Voilà, donc pour cette conférence, alors forcément le titre est un peu pompeux, parce que bon, c'est pour l'affiche, hein, c'est le titre de l'affiche, donc forcément, voyant, magicien, chaman à la cour de Russie, ça va être élargi un petit peu, parce qu'on va un peu parler des temps d'avant les Romanov, hein, parce que Romanov, famille Romanov, dynastie Romanov, c'est Michel Romanov, c'est XVIIe siècle. Mais on va remonter jusqu'au néolithique. On va pas raconter l'histoire de la Russie du néolithique à Vladimir Poutine, hein, ce serait trop long. On va voir un peu quelque chose, ni l'histoire de la Russie, hein, avec les événements historiques, hein. On va juste voir ce qu'il y a de mystérieux dans la civilisation russe. Et des mystères, il y en a beaucoup. Oui. C'est une civilisation qui est quand même très très différente de chez nous, hein. En gros, un Russe ne raisonne pas comme un Occidental. Alors c'est pour ça qu'on a toujours eu du mal chez nous à comprendre la Russie et à comprendre aujourd'hui Vladimir Poutine. Vladimir Poutine fait toujours des trucs qui laissent pantois. Bon, ce qu'on appelle la communauté internationale. Bon, mais il y a des raisons, hein, parce qu'il y a un mysticisme russe, un irrationnel russe très très fort, hein. Donc ça vient de très loin, hein. Ça vient du chamanisme des temps anciens, hein. Alors voilà, donc on va surtout traiter des choses ésotériques ou magiques, si on veut traiter ce nom. Alors bon, en général, ceux qui me connaissent, qui me regardent sur YouTube, savent que je n'ai pas écrit un texte, je tourne les pages et je lis. Je parle comme ça. Alors quand même, pour pas trop perdre les pédales mentalement sur une heure, j'ai quand même un petit plan où je vois les principaux points que je vais évoquer. Donc on va parler de la Russie en tant qu'État, hein, bien entendu, le territoire, de voir dans les temps anciens quelle était la situation de ce pays. Bien sûr, on est obligé de parler du chamanisme, parce que c'est une grande base de la Sibérie, d'Asie centrale, etc. De parler de l'Église orthodoxe, parce que, comme vous savez, les Russes sont orthodoxes, l'Église orthodoxe, hein, et de parler un peu de la politique, puisque si vous êtes à la cour de Romanov, il est bien certain qu'il y a de la politique qui se mêle. La particularité de la Russie, vous verrez, c'est très curieux, c'est que mystique, politique, littérature, mœurs et société, tout est mélangé. Donc un écrivain, bon, je vous prends au hasard un Dostoïevski, va traiter du problème du mal, va traiter de la Sainte Russie, va parler des coutumes russes, etc., etc.
Ah, on va dire, qu'est-ce que ça fait dans un livre de littérature, comme si nous, on lisait Balzac ou Émile Zola? Ah, pas du tout, c'est totalement différent. Hein, donc, même les écrivains sont en état d'inspiration quand ils écrivent. Alors, si on prend les saints, on va dire, les saints, alors les saints de l'Église orthodoxe, ils sont comme nos saints à nous. Bon, Sainte Thérèse de Lisieux, Saint François d'Assise, pas du tout. Ils sont plus saints que ça, si l'on peut dire. Donc, vous voyez, c'est très, très curieux. Donc, alors, la grosse partie, c'est sur, bien sûr, Nicolas II, puisque c'est la mort de la famille impériale. Et qui dit Nicolas II, dit Philippe de Lyon, dit Papus, dit Raspoutine, etc. Il dit Lénine, bien sûr, puisque c'est Lénine qui a donné l'ordre de les tuer. On est en pleine révolution russe, on est en 17-18, 1917-1918. Bon, c'est un peu le gros morceau de l'exposé, mais de savoir, par exemple, pourquoi l'impératrice Alexandra de Hesse, l'épouse, hein, Nicolas II, je suis passionné pour les sciences occultes à ce point-là, il y a une raison. Vous voyez? Alors, si on commence quelques mots sur la Russie, tout le monde connaît, hein, en géographie. Hein. Bon, c'est le plus grand État de la planète par la surface. Donc ça s'étale de la mer Baltique, vous voyez, jusqu'au Pacifique. Ça arrive au large du Japon, alors imaginez hein, la taille du pays. Donc déjà, vous imaginez que d'un point de vue communication, transport, déplacement des gens, ça fait beaucoup par rapport à un petit pays comme la Belgique, par exemple. Hein. Alors, c'est quand même 2 fois les États-Unis, 2 fois le Canada, 2 fois la Chine en surface. Alors, les distances sont vertigineuses et il y a 90% du pays quasiment inhabité. Hein. Si vous prenez la Sibérie, ça part à l'est de l'Oural, ça va jusqu'au Pacifique. Alors, surtout le nord, hein, près du cercle arctique. Bon, il y a un habitant pour 10, 50, 60 km². Donc, il y a quelques villages, quelques tribus ici par là. D'où ce que vous savez pertinemment, c'est quand vous voulez exiler quelqu'un, l'envoyer en Sibérie. Bon, comme ça, là, il n'y a pas beaucoup de possibilités d'évasion. Alors, ce pays appelé la Russie, alors attention, au début, ce n'était pas si grand que ça. Hein. La Russie de l'Antiquité n'allait pas jusqu'au Pacifique. Hein. Il y avait la principauté de Moscou et il y avait la principauté de Kiev. Et ce qu'on appelle la Russie se résumait à ça dans les temps anciens, ce qui correspond au Moyen-Âge pour nous. Hein. Et après, les tsars ont fait la conquête des territoires jusqu'à la mer Noire, ont conquis le Turkménistan, le Kazakhstan, tous ces territoires-là, et ont poussé une pointe jusqu'à la ville qui aujourd'hui, enfin, il n'y était pas à l'époque, mais aujourd'hui, Vladivostok. Donc là, on est sur le Pacifique. Hein. Mais c'est assez récent. Hein. C'est 17e, 18e siècle, etc. Alors, dans l'Antiquité, ben, vous savez que chez nous, on parle des civilisations grecques, romaines, perses, celtes, etc. On n'entend jamais parler de la Russie pour cette époque-là. Terre inconnue. On savait qu'il y avait bien des peuples qui vivaient là au nord de la mer Noire, le long de la vallée de la Volga, mais c'était tout. Et quasiment personne n'y allait jamais. Alors, sauf quelques-uns. Bon, des tribus scandinaves et autres donc d'Europe du Nord qui voulaient descendre un peu plus au sud, aller vers le Caucase, passer la vallée de la Volga. Ce qui fait qu'à un certain moment, 8e, 9e siècle, il y a des vikings, les fameux vikings, qui se sont installés dans la région qui est aujourd'hui Kiev. Donc on appelle des Varegs, c'est-à-dire les Varegs sont en gros des Nordiques. Alors aujourd'hui, la Russie nie cette origine, nie cette influence, parce que bien sûr, si on est nationaliste slave, on nie qu'il y ait des Nordiques à l'origine, la principauté de Kiev. Bon, il y a un seigneur scandinave qui s'appelle Rorik, etc., fondé ça. Donc on aurait un mélange. Les peuples qui vivaient dans cet endroit-là, au niveau du nord de la mer Noire, c'est des Scythes. C'est une peuplade de l'Antiquité qui est à cette époque-là. Les Varegs arrivent et mélange avec les Slaves. Alors bon, la région de l'Ukraine aujourd'hui est déjà un certain mélange de population. Alors, donc du coup, bon, c'était inconnu chez nous. Hein. Vous interrogerez un historien grec de l'Antiquité, les terres au nord de la mer Noire, pas connues. Hein. D'accord. Alors, d'un point de vue religieux, alors il y a 2 choses dans cette période-là. Vous avez une tradition spirituelle ancienne qui est le chamanisme.
Alors, le chamanisme n'est pas spécialement russe, hein. Vous avez le chamanisme en Asie centrale, vous avez le chamanisme en Mongolie, vous avez le chamanisme, maintenant on emploie ça pour les sorciers indiens d'Amérique du Nord, hein. Quand vous avez des sorciers Sioux ou Cheyennes, on dit que ce sont des chamans. Bon, oui, donc le mot est devenu général, mais bon, au départ, c'était réservé à la Russie, hein, parce que le mot chaman en soi vient d'une tribu de Sibérie orientale, un peuple ancien qui s'appelle les Tungus. Et Tungus ont des maîtres spirituels qui s'appellent chamans. Et le mot chaman s'est répandu à tous ceux qui faisaient la même chose sur toute la planète. Et aujourd'hui, on dit, ouais, à un stage de formation chamaniste, vous allez apprendre à jouer du tambour des chamans, etc. Et vous allez apprendre telle ou telle méthode qu'ils étaient censés faire, hein. Voyez, donc c'est très important. Alors, bon, qu'est-ce qu'un chaman? C'est, bon, j'allais dire, un esprit éveillé qui est en relation avec le monde invisible. Donc, dans cette pensée-là, on considère bien sûr qu'il y a un monde visible, le nôtre, matériel, avec des choses concrètes, un corps physique et des objets, des plantes, des choses visibles à l'œil nu, et puis un monde autre, subtil, astral, diraient les spécialistes des sciences occultes, hein, un monde invisible, céleste, peuplé d'êtres lumineux de toutes sortes. Des anges, des archanges, des esprits, les âmes des défunts, et tout ce qui s'ensuit. Enfin, un nombre considérable d'êtres de toute nature non physiques. Que fait le chaman? C'est un médium. Ce qu'on appelle un médium, c'est un intermédiaire. C'est quelqu'un qui va joindre deux mondes. Il va joindre le monde des vivants concrets avec un corps de chair et de sang sur Terre et le monde invisible. En gros, il va rentrer en communication avec les esprits pour parler de quelque chose de courant aujourd'hui. On appelle les esprits et on dit que le fameux tambour shavadique, rythmé, c'est appeler les esprits. Alors, pour ces chamans qui font ça, alors ils ne sont pas seulement médiums, pour entrer en contact avec les esprits, attention ce que ça veut dire les appeler, leur parler, leur poser des questions, attendre leurs réponses et voir ce que ça donne pour les humains. Bon, en gros, le village a été victime d'une tempête. C'est pas naturel. Comment ça se fait? On appelle les esprits. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, l'esprit peut répondre, faites pénitence, vous avez fait des bêtises. Bon, c'est pas trop les réponses, mais il y a quelque chose de ce genre, hein. Alors, le chaman qui est médiateur, donc médium, est aussi voyant. On peut voir des choses là, concernant l'avenir, concernant le passé des gens, ce qu'ils ont vécu avant leur vie actuelle, etc. Certains sont un peu plus doués que les autres, sont prophètes. Ils peuvent dire, ben voilà, dans un siècle, il se passera telle ou telle chose. Et puis, il y a quelque chose que, ici tous, vu votre intérêt pour l'ésotérisme, vous connaissez, c'est qu'ils ont les pouvoirs supranormaux. C'est-à-dire qu'ils peuvent supporter des conditions absolument épouvantables en Sibérie, ils peuvent rester je ne sais pas combien de jours sans manger, etc. Et puis, bon, ils ont des visions, ils ont des tas de choses, des tas de pouvoirs, hein. Alors, la particularité de la Russie par rapport à chez nous, c'est quand chez nous on dit ça, les gens disent, bon, c'est la rigolade, hein. On ne va pas aller voir le sorcier du village, sauf si on nous croit à ses pouvoirs, bien entendu. Là-bas, le peuple croit dur comme fer à la vérité de ça. Et ces chamans ne sont pas des gens rejetés, ils sont un pilier essentiel du village. C'est-à-dire, en gros, c'est le référent dans le village s'il se passe quelque chose, c'est l'âme de la communauté, c'est lui qui est en contact avec les esprits, et il est très très bien considéré, hein. Il y a un problème, on appelle le chaman. Bon, au point où justement la liaison avec le sujet du jour, c'est dire, si un tsar entend parler d'un chaman particulièrement doué, qu'est-ce qu'il sait pour le régime politique, qu'est-ce qu'il sait pour l'avenir du pays, venir à la cour, on va lui demander quoi il qu'est-ce, hein. Bon, un jour, un tsar, je crois que c'est Alexandre Ier, a reçu un chaman juste un peu avant les guerres avec Napoléon. Et le chaman a dit, c'est normal que vous ayez gagné contre Napoléon, je fais des prières tous les jours pour que vous gagniez. Bon, ça enlève un peu la victoire
ce grand tsar Alexandre Ier, vu du côté russe, un grand tsar, hein, parce que la Bérésina, c'est lui. Hein. Vu du côté français, un peu plus embêtant. Donc, vous voyez, ça va jusque-là. Ce qui fait que tous ces tsars, justement, dont on parle, les Romanov, ont toujours eu soit un grand mystique orthodoxe, un confesseur orthodoxe, et des chamans dans leur entourage. Dès qu'aux oreilles du tsar arrivait la réputation d'un tel, un tel, comme il pouvait dire des choses intéressantes sur le pouvoir et sur l'avenir du pays, c'était intéressant de savoir ce qu'il racontait. Quand on s'apercevait qu'il se plantait, que c'était faux ce qu'il disait, il était vite éliminé aussi. Hein. Vous verrez, je vous raconterai une histoire épouvantable tout à l'heure. Il y en a qui ont eu quelques soucis, hein, etc. Donc il y a ce chamanisme. Alors, si on résume, le chaman est médium, voyant, un peu prophète dans le meilleur des cas, et disons possesseur de pouvoir, et intercesseur auprès de la communauté. Alors ça, bien sûr, c'était avant qu'il y ait une église orthodoxe extrêmement puissante, bien entendu, parce que ça, c'est les siècles avant Jésus-Christ, c'est les siècles après. Hein. Alors on pense que ça vient d'Asie centrale, du monde indo-tibétain, etc., où les chamans étaient, en gros, comment on pourrait appeler ça, les maîtres spirituels du temps, de ce temps-là. Hein. Vous voyez. Donc c'est très très important. Et particularité de la Russie, c'est quand même que ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Ah oui, nous, on n'a plus de dieux de la mythologie grecque, parce qu'on dit, dans l'Antiquité, il y avait une mythologie grecque, mais après, on a arrêté, on a fait le christianisme. Tandis qu'en Russie, vous avez l'Église orthodoxe, vous avez le matérialisme dialectique marxiste, mais vous avez toujours des chamans en Russie. C'est une constante, hein, pesante à la base du pays. Alors, c'est très original, hein, par rapport à d'autres... Là, vous allez dire, oui, mais la Russie n'est pas tellement connue pour ça, elle est connue pour l'Église orthodoxe. Alors, l'Église orthodoxe, ça vient bien sûr de l'Orient, surtout de la Grèce, en gros de l'Église byzantine installée à Constantinople. Alors, c'est une version orientale du christianisme. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme différence avec le catholicisme? Il y a que la doctrine est la même. Ah, c'est Jésus, c'est la résurrection, c'est Noël, c'est ceci. Hein, mais c'est beaucoup plus mystique. Il y a beaucoup plus d'importance à accorder aux rituels, c'est-à-dire aux cérémonies, etc. Hein. C'est plus mystique, c'est-à-dire qu'un prêtre orthodoxe est beaucoup plus dans la transe, l'inspiration, l'élévation de la pensée, etc. Alors surtout aujourd'hui, hein, qu'un prêtre catholique. Hein. Alors c'est pour ça que ça s'est bien branché avec les chamans. On s'est dit, il y a les chamans, il y a les prêtres orthodoxes. Finalement, d'un point de vue niveau spirituel, c'est pas très, très différent que ça. En gros, un orthodoxe en religion, il est beaucoup plus mystique qu'un prêtre occidental. Alors, peut-être pas au Moyen-Âge, parce que nous, on avait les Sainte Thérèse de ceci. Alors aujourd'hui, il reste de très grands chefs spirituels par là, ici. Beaucoup moins. Nos maîtres spirituels ne sont plus de l'Église catholique. Ce sont des Rose-Croix, ce sont des ordres initiatiques, etc. Alors comment ça a commencé? Comment cette Russie a pu devenir orthodoxe dans la mesure où elle était païenne et chamanique au départ? Alors ça vient de Vladimir. Il y avait un prince de Moscovie qui s'appelle Vladimir. Lui, il ne croyait pas trop aux religions païennes qu'il y avait à son époque, et il voulait savoir ce que les grandes religions disaient. Alors il a fait venir des grands chefs religieux, bien justement, de l'Église orientale, de l'Église catholique, de l'islam, et puis, puis il y a quelque chose qui m'échappe. Ah, l'islam, oui, bon, j'ai presque tout dit. Alors, quand il s'est fait exposer l'islam, il y a quelque chose qui l'a absolument révulsé, c'est pas d'alcool, pas de consommation de produits X, Y. Vu la vodka là-bas, ils se sont dit pas d'alcool, là, ça nous convient pas. Les juifs, voilà, j'ai oublié, il y avait la religion juive. La circoncision, mon Dieu. Une horreur absolue, la circoncision, pas possible. Les catholiques, ils sont à genoux devant le pape, pas extraordinaire. Bon, qu'est-ce qui reste? L'église chrétienne de rite oriental, Byzance. Et il s'est converti donc à l'église qui à l'époque était grecque,
hein, l'Église byzantine grecque. Et voilà comment la Russie est devenue orthodoxe. Et puis, pour combler le tout, il s'est dit, puisque je suis devenu orthodoxe, je vais épouser la sœur de l'empereur de Byzance. Et l'empereur de Byzance a accordé ce mariage, d'où le lien extrêmement étroit entre les orthodoxes grecs des Balkans et la Russie. Et puis en échange, elle a dit, ben, écoutez, je veux rendre sous vassalité, c'est-à-dire dominant, toute la région du bord de la mer Noire. Et c'est comme ça que les Russes sont arrivés dans une péninsule qui est très célèbre aujourd'hui. Les spécialistes de la Russie me confirmeront, la Chersonèse, je crois que c'est la région de la Crimée. Donc la Crimée à cette époque-là, l'époque dont je vous parle, c'est le Xe siècle. Hein. L'époque de Vladimir, converti à l'orthodoxie, etc. Donc on a un fond un peu triple. Vous avez une religion païenne, parce qu'il y avait une religion païenne en Russie, c'est-à-dire avec des dieux, un dieu du tonnerre, un dieu de la fertilité, une déesse ceci, une déesse là. Hein, or c'est un peu connu. Hein. Vous avez par exemple un dieu du tonnerre qui s'appelle Péroun. Personne ne connaît Péroun, le dieu du tonnerre en Russie. Hein, un peu comme un Jupiter chez nous. Hein, voyez. Bon, vous avez un dieu Volos qui est un peu une sorte de Wotan, créateur et destructeur des mondes, etc. Donc vous avez un fond païen, avec les mythologies un petit peu qui vont avec, un fond chamanique, hors religion, on peut dire, parce que le chaman, c'est un individu branché avec le ciel, n'a pas de religion, et religion orthodoxe. Eh bien, tout ça qui paraît si étrange fait bon ménage. En Russie, quelqu'un de la rue, quelqu'un du peuple, surtout dans les siècles de l'époque, ne s'étonne pas du tout de rencontrer ces trois personnes. Ces trois types de personnes, ça va de soi. Bon. Alors, c'est assez étrange par rapport à chez nous. Si vous êtes catholique, ça va. Les protestants, c'est complètement ennemi. Les païens, on a liquidé la religion païenne. Là-bas, on dirait qu'on arrange un petit peu tout, qu'on met tout dans le même bain. Même chaudron, etc. etc. Donc, vous voyez, c'est très curieux. Alors, pour ceux qui aiment le détail, on ne va pas faire aujourd'hui, ça serait trop long. Moi, j'ai cherché, parce que je me suis dit, mais alors, quelle était la mythologie russe et la religion païenne avant l'orthodoxie? Eh bien, il n'y a pas. C'est-à-dire qu'en Russie, vous n'avez pas de mythologie grecque. L'Odyssée, ça n'existe pas. Le mythe de la toison d'or, ça n'existe pas. Pour l'Égypte, l'histoire d'Isis sur Osiris, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'histoire mythologique, en gros. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quand même une religion païenne. C'est que vous avez des cultes. On fait des offrandes, on fait des cérémonies. Il y avait peut-être une clairière avec un temple, etc., etc. Mais sans les récits qui vont avec. C'est-à-dire qu'en gros, la mythologie, elle était essentiellement orale au point de vue théorique, et elle est passée dans les us et coutumes au niveau pratique. Alors bien sûr, les gens du coin qui faisaient eux-mêmes les danses, les chants, les offrandes, les rituels, les pratiques, eh bien ils savaient, mais ils n'avaient pas la théorie qui va avec, écrite, puisque eux, ils le savaient, mais nous, non. Alors au XIXe siècle, il y a quand même un érudit très passionnant, doit s'appeler Afanassiev. S'il y a quelqu'un qui est spécialiste de la Russie dans la salle, ça doit être, qui a décidé de regrouper tous les gens des contes de la Russie et de reconstituer la mythologie qu'il pouvait y avoir derrière. Bon, donc ça va très loin. Bon, on ne va pas parler de ça aujourd'hui, puisque aujourd'hui on a parlé de la cour des Romanov. Alors vous voyez l'origine un petit peu de toutes ces choses. Alors, pour vous montrer que ça a duré jusqu'à aujourd'hui, on va se transposer au XXe siècle. Au XXe siècle, il y a une jeune Française qui était passionnée par la Russie, qui a fait un voyage en Russie. Alors, je vous passe le détail. Hein. C'était une amie de la maîtresse de Lénine. Alors, bon, elle pouvait voyager en Russie. Bon, c'était bien avant 1917. Hein. Je vois des regards étonnés. Lénine aurait-il une maîtresse oui. Et alors, cette jeune fille, c'est pas la maîtresse de Lénine, c'est une de ses amies, décide d'aller voyager en Russie. Elle va en Sibérie, justement. Il y a un arrêt dans une gare. Elle s'arrête, on descend du train, parce qu'il y a une pause assez longue. À l'époque, hein, on met le charbon dans les locomotives, hein, c'est pas les TGV d'aujourd'hui. Donc, il y a une grande pause assez longue. Et la dame, soudain, au moment de repartir, est paralysée des jambes. Alors, elle veut se lever, elle n'arrive pas. Alors, c'est personne qui sont avec elle au secours, etc. Elle dit, allez chercher un médecin. Et forcément, pas de médecin
pas de médecine officielle dans la petite ville, machin, en Sibérie. Alors il y a quelqu'un qui dit, oui, mais on ne peut pas la laisser comme ça, on va aller chercher X. Alors ils disent non. Alors, le X, c'est un peu ce qui serait le rebouteux, le magnétiseur, le chaman du village. Et puis il vient voir la dame, il la regarde, et puis il dit, oh ben cette jeune femme vivra, je vais faire en sorte qu'elle continue sa vie. Le type n'avait pas ausculté, pas regardé, sans doute qu'il voyait les auras. Hein. À l'aura, elle dit, bon, elle va vivre, donc bon. Ah, parce que quand on dit ça, ça veut dire, est-ce que ça vaut le coup de soigner la personne ou pas? Si l'aura est sombre, totalement grisâtre, on va dire, on va passer à la trappe, c'est même pas la peine de faire de soins. Mais là, on voit que la personne a quand même assez de vigueur pour continuer. Donc, on va sauver, entre guillemets, la personne. Il faut donc la guérir de la paralysie. Alors, je ne vous dis pas le rituel. Hein. Le gars, il va chercher des ossements d'animaux dans la campagne. Des omoplates de ceci, des tibias, des trucs. Il broie, il fait une sorte de poudre, il met des pierres avec, il met des plantes, il broie, etc. Il met dans une marmite, il met un couvercle, il fait un trou dans le couvercle, il retourne la marmite, il met dans un chaudron, il enterre le chaudron dans la terre, met une couche d'argile par-dessus. Puis il attend une journée, il va déterrer le truc, il sort la cruche avec le trou et s'écoule par ce trou un litre de liquide rouge. Voilà, avec ce litre de liquide rouge, il fait un massage sur les pieds et les jambes de la fille. Premier jour, elle remue les orteils. Deuxième jour, la cheville. Troisième jour, la jambe. Quatrième jour, le bassin. Cinquième jour, elle marche allègrement comme pas une et ne sera plus jamais malade des jambes ou de paralysie. C'est un rituel chamanique. Mais début 20e. Comme quoi, début 20e, chaman était opérationnel comme ça, surtout dans des villages où il n'y a pas de médecine, pas de laboratoire, pas de pharmacie. Et alors la même dame, qui ne pouvait plus aller en Russie sous le régime communiste, quand le régime communiste s'est effondré, sous Gorbatchev, elle a voulu revoir où elle était passée avant 1917. Et bien elle a repris le transsibérien, et elle s'est retrouvée dans un village pas loin du même endroit. Et quand elle est descendue du train, il lui est arrivé la même chose. Reparalyser les jambes, alors qu'elle n'avait rien la veille. Ah, vraiment, les démons, ils ont passé faire un tour dans le coin. Et alors là, elle fait la même chose que la première fois, mais il y a 60 ans d'écart. 70 ans d'écart. Elle est très vieille, hein. Elle a plus de 80 ans, 90 ans. Alors, on se dit, c'est peut-être naturel qu'elle soit paralysée, etc. Donc, elle veut appeler un médecin, parce qu'on est dans les années 1985 et quelques. Bon, on lui dit, Tchoufa, ou je ne sais pas où, en Sibérie centrale, mais il n'y a pas de médecin ici. Il n'y a même pas un hôpital. Alors, elle est très embêtée, son entourage aussi, mais soudain, il y a quelqu'un qui dit, oui, mais il y a quand même la clinique. Alors, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de médecin, mais il y a la clinique. Eh bien, la clinique, c'est des chamans. C'est une clinique chamanique. Sous Gorbatchev, on a réautorisé le chamanisme. Il y a donc une clinique de chamans qui prennent la dame, ils lui donnent un peu des plantes, ils font des prières, etc. La dame guérit automatiquement, avec une différence quand même par rapport à la première fois. Eh bien, les chamans se font payer. Ils sont en ville, ils ont une clinique, ils payent de l'électricité, ils ont les locaux nettoyés, eh bien, ils demandent un tarif, et il y a les tarifs d'affichés par soin. Ça a surpris quand même quelque peu, donc on peut dire le chamanisme est mort et pas mort. Parce que les communistes étaient censés l'avoir liquidé, clandestinement il avait continué, il réapparaît au grand jour, mais est-ce que le chamanisme actuel est vraiment du chamanisme? Est-ce que le vrai chaman errait sur les routes, allait de village en village, on lui présentait les malades, faisait un rituel pour guérir les malades et ne demandait rien. Et on lui donnait, à la personne qui voulait donner un pain, une boisson, etc., une offrande, comme nous on fait. Hein. On dit, on fait tout gratuitement, mais si vous voulez donner quelque chose, bon, on accepte l'offrande, c'est de bon cœur. Mais alors là, les tarifs sont affichés. Tel soin. Alors, ils ont excusez-moi de rire, hein, ils ont un horaire de fonctionnaire. Un tel, il fonctionne le matin, invraisemblable. Mais bon, ça existe. Comme quoi, avec un tel intervalle, les fonctions chamaniques continuent d'exister. Bon, c'est quand même un peu étrange. Hein, comme pays, c'est ça qu'on voit que c'est étrange quand même comme pays. On était sous Gorbatchev à cette époque-là, hein, où ça s'est libéralisé un petit peu. Hein. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, c'est surtout le paranormal qui passionne les foules russes. Hein. Ils sont passionnés par ce truc-là. Ils en font même des séances à la télé. Oui. Donc, bon, etc. Alors, pour l'Église orthodoxe, je vous disais tout à l'heure que c'était quand même assez mystique comme religion. Alors, il y a 3 choses importantes dans l'Église orthodoxe. Je ne veux pas parler des différences avec l'Église catholique pour expliquer pourquoi ils se sont brouillés. En 1054, il y a eu ce qu'on appelle un schisme, un clivage terrible entre le Vatican et l'Église orthodoxe. Hein. Bon, ça porte sur des problèmes de théologie, de rituels, de Sainte Trinité, de trucs comme ça, c'est très compliqué. Mais alors, au niveau de la pratique, alors, les orthodoxes sont très, très pour le faste du rituel. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit très beau, chanté, lumineux. Les églises, il n'y a pas 1 centimètre carré de l'église où vous n'avez pas une peinture, pas une statue, pas une icône, etc. etc. C'est flamboyant, c'est point de dorure, etc., etc. Donc il y a une importance énorme attachée à la pratique. On ne fait pas n'importe quoi dans ce domaine-là. Et la deuxième chose, c'est le culte des icônes. Nous, arrêté depuis longtemps le culte des icônes. Alors vous avez une image de la Vierge ou un tableau avec la crucifixion dans une église. Mais là-bas, l'icône est très, très particulière. C'est une image sacrée. C'est-à-dire, on prie, on vénère l'icône en soi. Parce que l'image est censée contenir un esprit. Donc, ce n'est pas une photo. Hein. Et ce n'est pas une peinture de Rembrandt, machin, de la croix qu'on peut mettre dans certaines églises. Pour dire, bah, ça fait beau, on a mis un grand tableau, c'est religieux, alors c'est la crucifixion, c'est le baptême de Jésus. Là, l'icône a un poids d'énergie, de transmission d'un pouvoir en elle-même, d'où la vénération des icônes. Et le peintre, celui qui fait l'icône, bon, c'est un génie, hein, parce qu'il est censé peindre des icônes sous inspiration religieuse. C'est-à-dire que le bois, il ne dit pas, j'ai une toile, je peins. Il se met en purification, il fait des ablutions, des rituels, pénitences pendant je ne sais pas combien de temps. Il se met en état de réceptivité, il attend l'inspiration du ciel et il se met à peindre. Il transmet donc un génie, un esprit, une énergie dans la peinture. En gros, il peint un état de transe, si on peut parler comme ça. C'est un peu comme les surréalistes. Eux, c'était plutôt par des drogues et des choses comme ça. Ils étaient complètement dans un état second. Ils peignaient des choses qui sortaient complètement de l'ordinaire. Ils peignaient leurs rêves, comme ils disent. Hein. Alors là, on ne peint pas des rêves, on peint des visions. On a la vision de la Vierge Marie, on peint une Vierge Marie, mais pour les gens qui la regardent, ce n'est pas une image, c'est le résultat d'une vision. D'où la vénération totale de ces icônes. On ne peut pas envoyer au feu, qu'on ne peut pas piétiner, on ne peut pas négliger parce que c'est ça qu'on veut. Et c'est même, vous dire, des experts alchimiques. C'est-à-dire que c'est peint en plusieurs fois. C'est-à-dire que le peintre fait un fond assez sombre. Au fur et à mesure qu'il met des détails par-dessus, il éclaircit et il met les dorures à la fin. C'est-à-dire qu'il met l'auréole, il met quelques parties de vêtements dorés. Et donc, on passe du sombre au lumineux. Donc, on passe du plomb à l'or. C'est l'œuvre alchimique. De passer du plomb à l'or, de l'œuvre noire à l'œuvre de lumière, à l'œuvre d'or, hein, parce que vous savez, la tradition alchimique, c'est je transforme le plomb en or, c'est-à-dire la matière première, bon, pas tellement belle, pas tellement bonne, en or pur, bien sûr, à la fin, ce qui traduit, pour ceux qui connaissent l'alchimie, ils sont très très doués là-dedans, la transformation de la conscience.